On me donne la parole quelques minutes pour vous parler d'une initiative formidable lancée il y a plusieurs années par Maya Flandin de la librairie Vivement Dimanche à Lyon et qui a été repris depuis par 200 libraires. Il s'agit de collecter par l'intermédiaire de nos clients des livres qui seront offerts aux enfants du Secours populaire. Comment ça marche ? Le SLF met à notre disposition un kit de communication que nous installons dans nos librairies. Tracts, affiches, matériel numérique. On met une malle dans notre librairie. On propose aux clients d'acheter un livre et de le mettre dans la malle. À la fin de la collecte, qui dure 2-3 semaines, le Secours populaire vient chercher la malle et distribue les livres pour Noël aux enfants du Secours populaire, ou alors le libraire reçoit les enfants du Secours populaire pour leur offrir les livres. C'est simple et hyper efficace. En résumé, l'année dernière, cette opération Donner à lire a été un partenariat national avec le Secours populaire. Plus de 200 librairies ont participé, 50 fédérations départementales du Secours populaire, 3500 livres ont été collectés pour les enfants du Secours populaire. De nombreuses retombées médiatiques, que ce soit via le SLF ou via chacune de nos librairies par les presses quotidiennes. Et de nombreux événements en librairie ont été montés avec les enfants du Secours populaire que nous n'avions absolument jamais vus et qui n'avaient jamais mis les pieds dans une librairie. Quand ils sont venus à Folie d'encre pour récupérer la malle, j'en ai entendu qui disaient « Quand on va dire à nos copains qu'on a été dans une librairie, qu'on nous a lu une histoire et qu'on nous a donné un bonbon et qu'on nous a donné un livre, ils ne vont jamais nous croire. » Voilà. Ils ont besoin. Nos clients, ça leur fait plaisir. Dans les malles, les choix sont extrêmement émouvants, de la transmission. Les clients se posent la question de ce qui plairait à des gamins aujourd'hui. On a des mamies qui achètent des mangas, on a des jeunes personnes qui achètent du Stephenson. La démarche est belle, généreuse. Et pour les libraires qui se disent « mais je me drape de vertu, mais ce sont mes clients qui payent et moi je me fais du chiffre d'affaires », eh bien, chers libraires, vous pouvez aussi abonder, et même les éditeurs, si vous voulez abonder aussi dans les malles, il n'y aura jamais trop de livres au Secours populaire. On va regarder un tout petit sujet maintenant. Un tout petit film sur le sujet, réalisé par France 3 Auvergne-Rhône-Alpes, qui se passe à la librairie Vivement Dimanche. Chaque année au printemps, c'est devenu le rendez-vous de quelques conspirateurs autour du livre solidaire. Toi, tu veux rester à côté de ta maman cette fois? L'opération s'appelle Donner à lire, un lien presque invisible entre des donateurs et des enfants suivis par le Secours populaire. Des assidus, ces cinq-là, venus rendre ce qu'on leur a offert par la lecture. Préparez-vous, les enfants, dit maman. Demain, il y a école. Pour un enfant normal, cette phrase est des plus banales. Mais pour Lubin et Lou, les enfants loups-garous, c'est une première. L'école, ils n'y sont jamais allés. Tu vois, Jaja, je ne sais pas si tous les Français sont comme ça, mais je trouve ma cousine Adèle un peu étrange. Et Narda, Jade ou Gadjik ont reçu chacun 2 livres neufs il y a quelques semaines qu'ils ont dévorés. Moi, j'aime bien lire parce que ça me fait vraiment plaisir. Quelquefois, ça nous fait rire, quelquefois, ça nous fait pleurer aussi. Il y a des émotions dans les livres. Comme ça, tu vas apprendre des choses. Des fois, ça te fait rire. Il y a des mots que tu connais pas, par exemple, dans des livres. Comme ça te fait apprendre. Donner à lire est né ici il y a 3 ans. À l'automne, les clients de la librairie sont invités à acheter un livre jeunesse en plus des leurs. Dès la première année, en quelques semaines, l'envie de la libraire est devenue celle de plus de 150 clients, tous devenus passeurs de livres. Bien sûr, il faut se loger, il faut être nourri et il faut être vêtu. Mais avoir des livres, c'est aussi quelque chose qui peut changer la vie, et y compris d'enfants qui, bien souvent, récupèrent des choses qui ont déjà servi à d'autres. Et là, je me suis dit, en fait, j'ai envie de mettre en place une opération qui permettrait à des enfants d'avoir un livre neuf, vraiment choisi pour eux,
L'opération a séduit d'autres libraires. Aujourd'hui, ils sont plus de 200 dans toute la France à vouloir offrir aux enfants, au-delà des livres, les mots pour pouvoir grandir. Merci Maya, bravo. La prochaine campagne se tiendra du 17 octobre au 20 novembre. On est 200, on pourrait facilement être 500. Il suffit de passer un coup de fil à Morgane Le Guillou au SLF. Elle vous expliquera la démarche. Et plus on sera nombreux, plus ça fera du bruit et plus on collectera de livres. On va maintenant passer la parole à Jérémy Robiol, parce qu'on est un petit peu en retard, qui va nous présenter l'étude de Xerfi sur la situation économique et financière des librairies indépendantes. Jérémy, à vous. Merci tout le monde. Bonjour à tous. Donc, comme vous le disiez, je vais vous présenter l'étude qu'on a réalisée cette année pour le compte du SLF. On avait déjà fait cette étude en 2011 et 2013 et vous allez voir, il y a des conclusions assez intéressantes qui ressortent. Donc, je vais me présenter. Tout d'abord, je suis Jérémy Robiol, je suis directeur des prestations intellectuelles de Xerfi. Xerfi, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un institut d'études économiques et financières. Alors, il y aura beaucoup de chiffres. Je sais que pour certains, la soirée d'hier a été un peu difficile. Je l'ai appris de source sûre, donc je vais essayer de ne pas vous assommer d'entrée. Je vais essayer également d'être le plus pédagogique possible. Et si vous voyez que je rentre dans des digressions méthodologiques, etc., vous pouvez me jeter des choses sur scène. J'essaierai de changer un peu mon discours. Pareil, je vais essayer de faire un peu plus court que ce qui était prévu. J'avais prévu à peu près 45 minutes, mais on a déjà pris un peu de retard. L'idée, ce sera que les questions passeront à l'atelier participatif suivant auquel je participerai. OK ? Donc pour les axes de la présentation, l'idée, c'est que j'ai sorti de l'étude qui fait à peu près 60 à 80 pages, si on compte les annexes, une quinzaine d'enseignements clés qui seront répartis en 3 axes de présentation. Un premier axe sur le marché du livre, qui est un peu à la peine, il est vrai, ces dernières années. Un deuxième axe sur l'exceptionnelle résilience de cette profession. Vous allez voir, c'est vraiment, j'allais dire, une exception dans l'économie française. Nous, chez Xerfi, on suit tous les secteurs. Et on se rend compte que malgré un certain nombre de fragilités, malgré des difficultés à générer des bénéfices chaque année, vous persévérez et ça s'explique principalement parce que vous êtes une profession de passionnés, tout simplement. Il y a évidemment d'autres facteurs, mais celle-là, c'est la principale. Et un troisième axe sur la santé financière réelle des librairies qui est difficile aujourd'hui à appréhender. Je vous expliquerai un peu pourquoi. D'une part, le marché du livre. Les ventes de livres ces dernières années ont été relativement difficiles. C'est un marché qui est au mieux atone, au pire en décroissance depuis plusieurs années. Un chiffre à retenir peut-être, sur les 10 dernières années, il n'y a que 3 années où les ventes en volume ont progressé et 2 années où les ventes en valeur ont progressé. Si on regarde uniquement l'année 2017 et l'année 2018, en 2018, on est à moins 2,4% de croissance en volume et à moins 1,7% en valeur. Donc, en plus d'une baisse de la croissance, il y a des tensions déflationnistes aussi sur le marché puisque les prix augmentent très peu. Plusieurs facteurs à ce recul des ventes. D'une part, des gains de pouvoir d'achat limités chez nos compatriotes. Ces dernières années, le pouvoir d'achat a augmenté bon an mal an de 1% par an environ. Et une consommation plus généralement en berne avec des arbitrages budgétaires, souvent, j'allais dire, défavorable aux biens culturels. Le marché du livre n'est pas une exception. La musique est également concernée et j'allais dire est peut-être encore plus concernée que vous avec l'essor toujours croissant des plateformes de streaming, mais on va voir que vous êtes également concerné par d'autres considérations.
Tous les segments ne sont pas logés à la même enseigne. Ça, c'est un enseignement important à retenir. Il y a des segments qui sont en très très forte décroissance. Je pense aux beaux livres, je pense au segment du droit, aux livres scientifiques, techniques et de médecine, et j'en passe. 3 segments aujourd'hui sont en croissance. Là, on parle bien, petite digression, on parle bien de taux de croissance annuel moyen, c'est-à-dire un taux de croissance par an sur la période 2010-2018. Donc, au rayon jeunesse, on est à plus 1,60% de croissance entre 2010 et 2018 par an. Au rayon BD, la croissance est relativement atone, idem pour le livre de poche. Donc, ces 3 segments, on a fait comme hypothèse que pour le livre jeunesse, qui est le principal moteur du marché du livre, c'est un marché aujourd'hui qui est en croissance. La BD, ça bénéficie historiquement d'un effet best-seller et du succès des mangas, et le livre de poche profite en grande partie d'un positionnement prix qui est attractif et plus globalement de sa large distribution. Je vous le disais, des tensions déflationnistes et des pressions importantes sur le marché, et celles-ci n'ont pas disparu, loin s'en faut. Si on met en comparaison les prix à la consommation de livres et l'inflation générale des prix, donc ce qu'on appelle plus communément l'inflation, on se rend compte que sur les 8 ou 9 dernières années, il n'y a que 3 années où les prix à la consommation de livres sont supérieurs en croissance à l'inflation générale des prix. Sachant que l'inflation générale des prix est elle-même relativement atone depuis plusieurs années pour des raisons qui sont liées à la consommation, qui sont liées à des nouveaux modes également de consommation, et qui sont liées évidemment à de nouvelles formes de concurrence. Et je pense évidemment à Amazon qui a une incidence évidemment très importante sur les prix aujourd'hui qui sont pratiqués. On a, chez Xerfi, je vais éviter les digressions méthodologiques, mais on a une capacité à créer des échantillons représentatifs de sociétés, et notamment de comptes de résultats et de bilans consolidés. Donc l'idée, c'était pour avoir une vision relativement globale du marché et pouvoir être nuancé dans notre propos, l'idée c'était de diviser en 3 panels le marché tel qu'il existe aujourd'hui en librairie. Un panel G, qui est un panel de grandes entreprises, au-delà de 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Un panel M, qui est un panel d'entreprises moyennes entre 300 000 et 1 million d'euros de chiffre d'affaires annuel. Et enfin, un panel P, entre 100 000 et 300 000 euros de chiffre d'affaires. En dessous de 100 000 euros de chiffre d'affaires, il y a des comportements économiques, financiers, qui sont un peu différents de celui du reste de la profession. Donc l'idée, c'était de les exclure, même si, évidemment, on ne les oublie pas. Ce qui est intéressant à retenir, c'est que globalement, nos 3 panels surperforment le marché dans son intégralité. Vous allez me dire, il y a un problème. Alors oui, il y a un problème, mais c'est seulement un biais statistique. C'est-à-dire que nous, chez Xerfi, on travaille à partir de panels qui sont constants dans le temps pour pouvoir avoir des comparaisons qui soient intéressantes et pouvoir avoir un périmètre qui est comparable. On ne sélectionne que des entreprises qui ont publié leurs comptes sur la période 2011-2017. Donc qui dit publication des comptes sur la période 2011-2017 ? Ça signifie que c'est des entreprises qui sont tout d'abord pérennes dans le temps, donc qui n'ont pas été créées récemment. C'est des entreprises qui n'ont pas fait défaillance, donc qui ont de moindres fragilités financières. Et enfin, c'est des entreprises qui ont une propension plus importante que les autres à publier leurs comptes, donc qui ont une transparence vis-à-vis des investisseurs qui est plus importante. Donc, comme je le disais, ces entreprises-là, elles surperforment le marché dans son intégralité. Il faudrait néanmoins nuancer, puisque les petites librairies sont plus en difficulté, selon nos estimations, par rapport aux autres panels d'entreprises qu'on a sélectionnés. À une exception près, 2017. L'année 2017 a vraiment marqué une rupture.
Et a priori, c'est une rupture qui s'est vérifiée en 2018, d'après ce qu'on m'a dit. L'hypothèse que nous, on en fait chez Xerfi, c'est qu'il y a un regain d'intérêt assez net pour le commerce de proximité chez les Français. Et on le voit dans plein de commerces de détail, que ce soit l'alimentaire, l'optique, etc. On va de plus en plus vers des petits distributeurs. Deuxième point, les librairies font preuve d'une exceptionnelle résilience. Indicateur très très important, l'indicateur de défaillance que nous on suit chez Xerfi à partir du BODAC et notamment de la Banque de France. Il y a eu 2 années qui ont été très compliquées pour la profession, vous le savez sans doute mieux que moi, c'est 2012, 2013 et 2014. C'est 3 années, cette période-là, elle a été très très compliquée. J'allais dire 2014, ça a été vraiment le point le plus difficile, avec un taux de défaillance de 3,2%, donc supérieur à la moyenne nationale. Et ce taux de défaillance, donc, qui mesure le pourcentage des entreprises qui ont fait défaut pendant 1 an, rapporté à l'ensemble du secteur, ce taux de défaillance est descendu à 1,8% en 2018. Et j'ai regardé les chiffres, puisque les chiffres des 4 premiers mois sont sortis ce matin. Vous avez vu, j'ai bien fait mon travail. Les 4 premiers mois de l'année sont sortis, et on est à peu près dans la même tendance que pour 2018. Sur les 4 premiers mois 2018, on était à 0,6% de taux de défaillance, et sur les 4 premiers mois 2019, on était à 0,9%. Donc c'est une tendance de fond, un taux de défaillance qui est désormais inférieur à la moyenne nationale et surtout inférieur à la moyenne du commerce de détail. Et ça, c'est un point qui est très important. Alors, vous allez me dire, ça veut potentiellement dire aussi que toutes les entreprises qui étaient fragiles sur la période récente ont disparu. C'est possible. En revanche, nous, ce qu'on voit dans les chiffres, c'est que les performances financières de la profession vont un peu mieux, et je vous expliquerai dans un instant pourquoi. Le risque de défaillance du secteur. Chez Xerfi, on a une note de risque qui s'appelle Xerfi Risque, qu'on soumet aux grandes banques et notamment aux directions des risques des grandes banques pour calculer la probabilité de défaut moyenne d'un secteur. Plus ça s'approche de 100, plus la probabilité de défaut est importante. Donc vous le voyez, sur la période récente, on était au-delà de la barre des 60. La barre des 60, c'est une barre un peu symbolique à partir de laquelle la probabilité de défaut commence à être importante. Au-delà de 80, le secteur commence à être dans une situation très, très dangereuse. Et vous le voyez, cette barre, on l'avait approchée en 2013, on était à 71,9 et on est repassé désormais à 53,8. Alors ça signifie plusieurs choses, parce que cet indicateur Xerfi Risque, il cumule à la fois le taux de défaillance que j'expliquais à l'instant, mais il cumule aussi tout un tas d'indicateurs économiques, financiers, comme les délais de paiement, l'évolution des stocks, la rotation, etc. Et on se rend compte donc qu'il y a une nette amélioration sur la période récente. En dessous de 60, on est dans une probabilité moyenne de défaut, donc vous êtes aujourd'hui, j'allais dire vous, mais le secteur dans son intégralité, est dans une moyenne proche de la moyenne nationale, tandis que le commerce de détail est au-delà des 60, donc globalement en difficulté. Et c'est un point très important, parce que quand vous comparez avec le résultat net, donc le bénéfice moyen en chiffre d'affaires des autres secteurs, vous vous rendez compte que la librairie arrive, elle, tout en bas. C'est très important. C'est très, très important. Ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire, tout d'abord, que les librairies ferment très peu, et de moins en moins. Et d'autre part, ça veut dire, et je le disais tout à l'heure, que vous êtes une profession de passionnés pour qui, finalement, la rentabilité n'est pas toujours le seul objectif. D'accord ?
évidemment, il faut être rentable, évidemment, il faut générer des bénéfices, évidemment, il faut pouvoir rémunérer vos salariés, vous rémunérer vous-même quand vous êtes dirigeant, rémunérer vos collaborateurs, payer vos charges, etc. Mais dans les périodes difficiles, comme ça a été le cas en 2012, 2013 et 2014, vous n'avez pas toujours fermé vos magasins quand vous étiez confronté à des difficultés. Résultat, le tissu de librairie, donc là, petite information méthodologique, ce sont les statistiques de l'ACOS, donc ce sont des établissements de plus d'au moins un salarié, pardon. Le tissu de librairie tend à se stabiliser depuis plusieurs années. Donc il y a eu quelques fermetures entre 2015 et 2016, mais globalement, depuis 2013, on est sur une stabilité assez remarquable du tissu économique. Les performances financières maintenant, puisque j'imagine c'est quand même ça qui vous intéresse. Petite digression. La santé financière réelle des librairies aujourd'hui, elle est extrêmement difficile à appréhender. Je l'expliquerai un peu plus en détail, mais elle est difficile à appréhender pour plusieurs raisons. D'une part, parce que vous profitez d'un certain nombre de dispositifs qui sont communs à l'économie française, je pense notamment au CICE, mais vous profitez, pour certaines librairies en tout cas, d'une exonération sur la contribution économique territoriale, et ça a une incidence évidemment sur vos performances financières, incidence évidemment positive. Le taux de marge commerciale, puisqu'on m'a dit que c'était l'indicateur phare aujourd'hui que vous regardiez en priorité. Évidemment, le taux de marge commerciale, mais ça, j'allais dire, c'est commun à toutes les professions. Il est supérieur pour le panel G, donc de grandes entreprises, même très supérieur à celui des petites entreprises, qui est à 32,7% des ventes de marchandises. On a choisi les ventes de marchandises parce que c'est vraiment l'indicateur qui est le plus pertinent à retenir plutôt que le chiffre d'affaires. Parce que le chiffre d'affaires va tenir compte également de toute la partie service. Donc à peu près 4,5 points d'écart aujourd'hui de vente de marchandises entre le panel P et le panel G, avec à équidistance finalement le panel M, donc d'entreprises moyennes de 300 000 à 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Deux choses un peu à retenir pour le taux de marge commerciale. D'une part, il y a eu une assez forte progression de 0,9 points sur les 7 dernières années du panel G, donc du panel de grandes entreprises, ce qui laisse sous-entendre un meilleur partage de la valeur, également qui est lié à un déclin des rayons scolaires et universitaires où les marges sont un peu plus faibles, et d'autre part une réduction des rabais aux collectivités. Le panel de petites entreprises, lui, connaît une progression assez erratique finalement de son taux de marge commerciale, qui est finalement assez lié à l'évolution du chiffre d'affaires et des ventes de marchandises. Donc dans un contexte finalement de baisse d'activité, le rapport de force a été un peu moins favorable, notamment auprès des éditeurs. Il faudra évidemment assurer peut-être une meilleure négociation avec le SLF et les éditeurs pour faire augmenter un peu ce taux de marge commerciale grâce au rabais. Deuxième élément important sur les AACE, donc sur vos postes de charge. Donc les AACE, pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec le terme, ce sont les autres achats et charges externes. Donc dans votre compte de résultat, c'est tout ce qui concerne les prestataires extérieurs, donc toutes les charges qui sont liées à des tiers. Donc ça peut être à la fois les frais énergétiques, donc l'électricité, l'eau parfois. Ça peut être également les frais de transport, le loyer, etc. etc. La sous-traitance, l'intérim quand vous y avez recours, et j'en passe.
Donc ce qui conduit aujourd'hui à une légère augmentation pour la plupart des libraires, c'est globalement le loyer. Je vous le disais, malgré la loi LME qui normalement devait être favorable aux petits commerces puisqu'elle indexait les loyers sur l'indice des loyers commerciaux. Il se trouve qu'en réalité, après plusieurs discussions avec le SLF, pour beaucoup d'entre vous, les loyers sont encore indexés très largement sur l'indice du coût de la construction, et l'indice du coût de la construction a beaucoup progressé entre 2011 et 2017, souvent plus fortement que le chiffre d'affaires, ce qui conduit à un renchérissement mécanique des charges et notamment des AACE. Du côté des frais de personnel, là encore, deux tendances s'affrontent avec d'un côté une augmentation assez importante des frais de personnel pour le panel G et le panel M, de 1 point pour le panel M et de 1,5 point pour le panel G. Petite information importante, c'est hors CICE. Je vous présenterai l'impact du CICE juste après. Donc plus 1 point et plus 1,5 point le disais-je, une augmentation moins importante pour le panel M du poids des frais de personnel, et surtout une baisse sur la période récente. Ne pas s'y méprendre, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Parce que le panel P, qui est un panel de petites entreprises, d'abord beaucoup de sociétés unipersonnelles, et surtout beaucoup de sociétés où le dirigeant tend de plus en plus à se rémunérer sur les bénéfices générés. Donc les dirigeants ajustent leur salaire en fonction, en général, de l'évolution de l'activité, de l'évolution des charges, etc. Et donc pour assurer une pérennité de l'activité, tendent à réajuster leur salaire quand ils en ont un, ou tendent à se rémunérer sur les bénéfices quand ils ne se rémunèrent pas sur les salaires. Donc une baisse du poids des frais de personnel n'est pas forcément une bonne nouvelle pour le panel M. Pour le panel P, pardon. Le CICE, donc crédit, impôt, compétitivité, emploi, donc, qui, comme son nom l'indique, est un crédit d'impôt. Crédit d'impôt, pour ceux qui ne sont pas forcément familiarisés, c'est un crédit d'impôt pour l'année 2013, à partir de l'année 2013, puisque c'est en rétroactif sur 2013, ça a été mis en place en 2014. À partir de 2013, ce crédit d'impôt était un crédit d'impôt de 0,4% sur la masse salariale brute des entreprises. Brute, donc c'est hors charge, pour les salaires compris entre 1 et 2,5 SMIC. Donc nous, chez Xerfi, on a fait l'hypothèse qu'à peu près 90% des salaires étaient compris dans cette fourchette. Donc 0,4% de la masse salariale compris entre 1 et 2,5 SMIC pour 2013, et à partir de 2014 et jusqu'à aujourd'hui, c'est 0,6%. Donc nous, on a réussi à le modéliser, et le poids du CICE aujourd'hui dans la masse salariale, il est de 0,8 points en 2017 pour le panel G et le panel M, et de 0,6 points pour le panel P. Je m'explique. Ça, c'est ce que vous avez en baisse tous les ans sur vos frais de personnel. Donc ce que vous avez en plus, finalement, dans le bas de votre compte de résultat, donc du côté de l'excédent brut d'exploitation et du résultat net. Je vous le présenterai ensuite. Donc clairement, c'est une vraie bouffée d'oxygène aujourd'hui pour la profession. J'allais oublier, pourquoi est-ce que le panel G et le panel M profitent davantage que le panel P de ce dispositif? Mais c'est tout simplement parce que la masse salariale est souvent plus importante pour ces entreprises-là. Autre dispositif qui a fait son effet, c'est l'exonération de contributions économiques territoriales, sous réserve évidemment d'une délibération en ce sens des collectivités qui le pratiquent.
On le voit principalement pour le panel G, puisque là, il y a la double lame, c'est-à-dire que pour le panel G, il y a eu une évolution plutôt favorable du chiffre d'affaires sur la période récente et une baisse des taxes et des impôts en valeur. Donc, ce qui explique cette baisse de 0,8 points qu'on ne voit pas forcément pour les autres panels, quand bien même, en général, pour les panels de moyennes et petites entreprises, il y a quand même un certain nombre de librairies qui profitent de ces exonérations. La situation financière, elle tente à se stabiliser. Donc là, ce que je vous ai présenté, c'est le taux de résultat net, y compris éléments exceptionnels. Donc vraiment, le résultat net tout en bas du compte de résultat, ce que vous avez comme bénéfice à la fin de l'année, et y compris effet CICE et effet contribution économique territoriale. Donc ce qui est intéressant, c'est que ça tente à se redresser, et ça tend surtout à se redresser principalement pour les petites et les grandes entreprises. Pour les entreprises de taille moyenne, il y a eu un affaissement sur la période récente, mais qui était plus lié finalement à une progression un peu moins forte du résultat net par rapport au chiffre d'affaires. Donc c'est plutôt statistique. En revanche, c'est assez exceptionnel pour les petites entreprises. Les petites entreprises, le taux de résultat net est passé de moins 0,8% en 2014. Donc ça veut dire qu'on était tombé en territoire négatif, ça veut dire que les librairies perdaient de l'argent en moyenne pendant cette année, ce qui est pas rien, clairement, puisque qui dit perte d'argent dit parfois incapacité à se financer quand on est dirigeant. Ça veut aussi dire moins d'investissement dans les années à venir. Ça veut dire évidemment qu'on n'a pas de bouée de sauvetage, finalement, quand on perd de l'argent. Et ça veut potentiellement dire, dans certains cas, fermeture pure et simple de son magasin. Donc, il y a eu une hausse de 2,9 points, ce qui est colossal, entre 2014 et 2017 pour les petites entreprises. Il faut évidemment nuancer ce constat, il faut l'apprécier, tout d'abord, il faut le nuancer. Le nuancer parce que sur les 2,1% de résultats nets, il y a 0,6 points qui sont liés au CICE. Idem pour les panels G et panel M. C'est-à-dire que si on regarde un peu plus près le panel de moyennes entreprises, on se rend compte que si le dispositif de CICE n'avait pas existé, aujourd'hui, elle serait à peine à l'équilibre, c'est-à-dire à 0,3% de résultat net. Donc on est quand même dans une situation de fragilité. La fragilité financière demeure. Les pressions sur la trésorerie, elles non plus, n'ont pas disparu. Elles restent assez fortes, surtout pour les petites librairies. Les stocks ont augmenté, donc le besoin en fonds de roulement des petites librairies a lui aussi augmenté de manière assez importante sur la période récente. On était en besoin en fonds de roulement de 48 jours de chiffre d'affaires en 2011, on est passé à 61 jours de chiffre d'affaires en 2017. Donc ça veut dire que les besoins de financement du cycle d'exploitation sont de plus en plus importants et il va falloir dans les prochaines années soit s'adapter, soit réduire ses stocks, potentiellement comme l'ont fait le panel G et le panel M. On a eu une réduction assez drastique des stocks sur la période récente. Évidemment, ce n'est pas sans risque à moyen terme, puisque les stocks, ça reste l'un de vos avantages concurrentiels les plus importants. Donc voilà, ça peut être une piste d'amélioration du besoin en fonds de roulement d'exploitation, mais c'est évidemment pas la seule, et c'est évidemment pas la plus joyeuse, j'allais dire, puisque vos stocks restent un argument de vente assez important. À retenir, du coup, la profession reste une profession résiliente parce qu'elle est composée de passionnés.
vous bénéficiez d'un appui essentiel des dispositifs fiscaux. C'est dommage que Monsieur le ministre soit parti, mais ça aurait pu être un message important aussi à lui faire passer. Mais j'imagine que, puisqu'il en a parlé tout à l'heure, qu'il a vu ou au moins entendu parler de l'étude et qui sera sensibilisé à ces dispositifs. Troisième message important, c'est que les tensions financières restent persistantes depuis plusieurs années. Et l'idée désormais, c'est aussi de trouver d'autres moyens de créer de la valeur, d'autres moyens évidemment de ne pas en perdre, et d'autres moyens d'assurer la pérennité de la profession. Ce sera peut-être l'un des enjeux de l'atelier participatif auquel je participerai après cette présentation et auquel vous serez évidemment les bienvenus. Je vous remercie de votre attention.